Nous sommes le vendredi 21 février, j'allais dire 2020. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Eh bien, nous allons vous installer avec de très belles images pour consommer ce numéro du Grand Rendez-vous. Et voilà, chers amis téléspectateurs, bonsoir et merci une fois encore pour votre fidélité. Les grandes axes que nous allons aborder sur cette émission ce soir, nous allons y aller tout de suite. Dans la rubrique Horizon Culture, il serait question de parler du tourisme local et on entend par le tourisme local l'ensemble des activités organisées à l'intérieur du pays en vue de faire connaître ce pays justement au plan national et international. Le tourisme local s'inscrit donc dans un cadre de perspective de développement durable. Comment utiliser le tourisme pour donner une meilleure visibilité à notre pays, le Bénin? C'est la question à laquelle Jennifer Sativi et son invité vont essayer de répondre dans quelques minutes. Journée mondiale de langue maternelle, c'est aujourd'hui 21 avril 2020. Eh bien, à l'instar des autres pays du monde, le Bénin aussi a célébré la dite fête. Quelles sont les avancées en la matière dans notre pays? Quelle place occupent à présent les langues maternelles dans le système éducatif béninois? Les avantages liés à l'utilisation de ces différentes langues. En un mot, nous allons faire un état des lieux justement autour de l'utilisation des langues maternelles au Bénin. Ce sera dans la rubrique Expert avec notre invité Apollinaire Danondé. Il est expert en alphabétisation et éducation non formelle. Le dernier plateau sera consacré à la gestion des ordures ménagères. Quelle est la part de responsabilité du citoyen? C'est très important, surtout pour ceux-là qui sortent et déversent les eaux usées dans les rues, comme si la rue n'appartient à personne. Et voilà, il y a des limites à ne pas franchir en toute chose. Ce soir, nous allons revenir une fois de plus sur les responsabilités des citoyens en matière de gestion des ordures ménagères. Voilà un peu donc le résumé des trois rubriques de cette émission. Il y aura à 19h45 le journal avec la rédaction. Mesdames, Messieurs, installez-vous très bien. On va commencer avec Autant savoir. Nul n'est censé ignorer la loi et surtout quand il s'agit du respect du bien public. Jeter les ordures ménagères partout n'est pas une bonne chose. C'est d'ailleurs ce que nous allons essayer de dire tout au long de ce plateau et surtout mettre l'accent sur les limites et les risques de peine, le côté juridique qui entoure justement la gestion de ces ordures ménagères. Mais avant de recevoir Agnat Bello et son invité, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Amandine Aniamboussou sur la gestion des ordures ménagères. Paysage agréable, lieu de distraction et de repos. Les espaces verts offrent un cadre de vie naturel tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Je viens très souvent me reposer quand je ne
pas de courses à faire, ou bien quand j'ai fini mes courses le matin ou entre deux courses, je viens me reposer pour reprendre mes courses dans l'après-midi. Souvent, moi, je viens ici. Et bon, pourquoi je viens ici? Je vois que l'air que je prends ici, là, ça me rend vraiment bon, quoi. Je suis content de venir ici pour prendre l'air. Au Bénin, des lieux destinés à offrir des espaces verts aux citoyens, il en existe dans presque toutes les communes. À Cotonou, ces lieux sont parfois victimes des actes d'incivisme. Ici, c'est mon quartier, j'ai l'habitude de rester ici pour prendre du bon vent. Mais je suis désolé de voir les tas d'ordures qui sont à côté de nous, qui ne sont pas très aménagés. Et tout ça, c'est à cause de la population. Nos mamans, si quiconque qui va venir ici ne doit pas jeter quelque chose ici, ni uriner. Ce que j'ai déploré par rapport à l'entretien de nous qui venons par moment nous asseoir ici pour prendre de l'air, c'est-à-dire si vous arrivez avec quelque chose que vous mangez, vous êtes obligé, si vous ne voulez pas salir les lieux, de ramasser tout ce que vous avez dans un sachet parce que les poubelles sont de part et d'autre. À ma modeste connaissance, ceux qui viennent surtout et très souvent rester dans ce jardin doivent choisir des jours, 1 heure, certains jours, et s'organiser pour faire un peu la propriété en dehors de ceux qui, je ne sais pas s'il y a une équipe qui est chargée de la propriété de ce jardin. Entretenir les espaces verts, un geste éco-citoyen. C'est aussi un acte qui protège l'environnement et offre aux populations un cadre de vie propre et sain. Et oui, un cadre de vie propre et sain, c'est justement ce à quoi nous devons penser chaque fois quand nous avons de ces comportements qui détruisent l'environnement. Et c'est d'ailleurs ce que disait Cécile Roundé dans ce reportage où elle décrivait les comportements que les uns et les autres adoptent, surtout quand il s'agit des espaces verts, des espaces publics. On se dit que ce n'est pas chez soi et donc tout est permis. Agnès Bello, bonsoir. Bonsoir, ma chère Bettoro, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, ce soir, nous allons parler des ordures ménagères et puis les espaces publics, comment les entretenir et ce que le citoyen doit savoir et doit comprendre. Et oui, ma chère Bettoro, tout est parti d'un constat, souvent parce que nous-mêmes, nous refusons notre responsabilité en ce qui concerne nos ordures ménagères. Nous les déposons soit chez le voisin ou au niveau des espaces verts, des espaces publics, tels que décriés dans le reportage que nous venons de suivre. Or, la loi nous oblige nous-mêmes à être responsables vis-à-vis de ces ordures que nous produisons. Donc, nous avons voulu en parler sur ce plateau et on a choisi de recevoir un activiste écologiste et éco-preneur. Je ne sais pas si vous me permettez de le présenter. Oui, d'accord. Il s'agit d'Ismaïla Maman. Vous êtes activiste, écologiste et éco-preneur. Oui. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien madame. Vous êtes habillée localement? Oui, bien sûr. Ma chère Bettoro, merci de nous recevoir sur votre plateau. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, 456 tonnes de déchets produits par jour à Cotonou. On comprend donc aisément à quel point il est important de bien gérer toutes ces ordures-là, puisqu'il y en a de ménagères, il y en a industrielles, mais nous aussi, nous avons notre responsabilité. Qu'en est-il véritablement? Déjà, ma première question, Ismaïla Maman, c'est que quand on parle d'ordures ménagères, de quoi est-ce qu'on parle véritablement? Voilà, déjà, sur le plan qu'on appelle constitutionnel, il est question plutôt de déchets. D'accord. Voilà, donc la définition que la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 donne du déchet, c'est tout résidu issu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, ou encore un bien meuble à l'abandon ou destiné à l'abandon. C'est la définition que la Constitution du Bénin donne du déchet, ça. Si. Vous voyez, donc on ne parle pas souvent d'ordure parce que, bon, c'est aussi, l'ordure peut se définir par tout déchet souillé et repugnant. D'accord. Une table gâtée que vous avez jetée dans la nature est aussi un déchet. Voilà. C'est la définition qu'on peut donner de l'ordure, ça. Mais c'est mieux de parler de déchets. D'accord. Voilà. Mais souvent, quand on parle des ordures ménagères, on voit souvent la bonne dame qui a fini de préparer, les eaux qui restent. C'est vite fait dans la rue. C'est dans les déchets. C'est dans les déchets. D'accord.
Et par rapport aussi aux eaux usées, on peut faire peut-être une différenciation là. Parce que par rapport aux eaux usées, on parle d'eau grise. Et l'eau grise, c'est tout ce qui est issu de, comment on appelle, des douches, de la lessive, des lavabos. Nous avons aussi des eaux vannes. Les eaux vannes, c'est tout ce qui est issu des toilettes. D'accord. Et pour la vaisselle? Pour la vaisselle, c'est toujours dans l'eau grise. C'est toujours dans l'eau grise, voilà. D'accord. Alors, on se rend compte justement que tous ces déchets-là, puisqu'on utilise le terme consacré, tous ces déchets-là aujourd'hui, quand c'est nous qui les produisons, on a du mal à les traiter. Or, vous l'avez rappelé, nous avons notre constitution qui nous oblige à être responsables vis-à-vis de ces ordures-là. Quelle est notre responsabilité en tant que citoyen, justement? Voilà, on va toujours se référer toujours à la constitution béninoise parce que c'est ça qui nous régit au Bénin. Et en son article 27, la constitution béninoise du 11 décembre 1990 dit que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de défendre cet environnement. Aussi, il va plus loin, il dit l'État est garant, j'allais dire, de la protection de l'environnement. D'accord. Vous voyez? Donc du coup, là, on place le citoyen béninois dans un rôle de gestion lui-même déjà de sa propre santé et de tout ce qui est déchet autour de lui. Donc toutes les fois où un voisin vient jeter un déchet devant ta maison, il t'empêche de jouir de ce droit. D'accord. D'avoir un environnement sain. Et satisfaisant. Mais les Béninois ne comprennent pas ça. Ils vont te dire, toi, tu es une carré, tout de suite, ce qu'on va te dire. Voilà. Or, l'espace public n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde, à nous tous. Vous voyez, voilà. Voilà, on ira justement dans les techniques, dans ce qu'il faut faire normalement. Quand nous prenons un ménage qui produit des déchets, qui a besoin normalement, justement, puisqu'on ne peut pas cohabiter avec les déchets, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là? Voilà. Qu'est-ce qui est recommandé de faire avec ces déchets? Voilà, moi, j'analyse un peu et la question un peu plus profonde que ça. Vous voyez, pourquoi aujourd'hui nous sommes là à parler des déchets comme un fardeau? C'est juste parce qu'il y a un problème à la maison. La gestion des déchets, on peut la définir comme la collecte, le transport en quatre volets, la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination. Mais plus généralement, on peut dire juste la prise en charge du déchet depuis sa production jusqu'à son traitement ou à son élimination. Oui, mais la responsabilité du citoyen n'est engagée qu'au départ. À la production. Donc, nous allons prendre la production. C'est parce que la production est ratée qu'aujourd'hui, on prend les déchets comme un fardeau. D'accord. Voilà, ça commence déjà par où? Par le marché ou le supermarché. Oui. Quand nous allons, je ne vais pas te parler des bonnes dames parce que moi-même je vais aussi au supermarché. Quand nous allons au supermarché, aujourd'hui nous sommes dans une société où c'est la surconsommation. On achète plus qu'il en faut. Et quand on revient à la maison, et en voulant préparer, on prépare aussi plus qu'il en faut. D'accord. Ce qui fait qu'on a beaucoup de déchets. Et en plus aussi, quand on est à table, on ne mange pas bien. Parfois, si on achète plus qu'il en faut, c'est peut-être pour garder un peu en réserve. Pour le voisin. Normalement. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Voilà, encore pour le voisin. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, là, si vous lui donnez ça, là, vous n'avez plus fait de la surconsommation. Parce que là, ce n'est plus avec vous. Parce que quand ça reste, ça pourrit. Et quand ça pourrit, il faut jeter. Et c'est là que ça devient un poids en réalité. D'accord. Maintenant, si on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais maintenant qu'on puisse parler, dès qu'on a fini, qu'on soit dans la surconsommation ou dans la bonne consommation, quand on a fini de consommer, qu'il faut jeter les ordures, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, exactement. Déjà, le citoyen doit commencer déjà par faire le tri à son niveau. D'accord. Le tri à la maison. Vous conseillez déjà le tri à la maison. C'est-à-dire quoi? Mettre déjà tout ce qui est plastique à part dans un sachet. D'accord, les sachets biodégradables, bien sûr, parce qu'il y en a. Et tout ce qui est, issu de la cuisine, dans un autre sachet. Et maintenant, tout ce qui est vert dans un autre sachet, ou bien tout ce qui est dangereux. Genre les piles et autres là, à part. Les verres cassés. Tout ça là, à part. De telle manière que, quand il envoie tous ces déchets là au dehors, pour que l'ONG, la structure de ramassage de collecte, passe chercher, c'est plus facile pour eux. D'accord. Vous voyez? Et arriver aussi au niveau du dépotoir, eux, ils arrivent facilement à faire le tri aussi parce qu'eux-mêmes, ils gèrent un peu. Ce n'est pas encore ça, mais ils essaient de gérer un peu. Mais quand on mélange tout ça avec des détritus, ça ne marche pas. D'accord. Quand on mélange ça avec de la sauce, tout ça, vous voyez, ça fait un mélange. Et donc, du coup, arriver là-bas, on leur donne une surcharge de travail. Voilà. Et donc, c'est difficile à
à traiter. Mais est-ce que vous pensez que, Agnès, vraiment, est-ce qu'on peut faire la passe, on peut avoir plusieurs poubelles? Non, ça c'est peut-être des sacs poubelles, pas forcément des poubelles. Je parle de sacs poubelles. Mais vous savez, normalement, les normes, c'est 3 poubelles par ménage. Oui. Obligatoirement. Mais les normes pour qui? Est-ce qu'il y a la loi qui nous oblige aujourd'hui, par exemple, à avoir 3 poubelles? Est-ce qu'on ressent cette forme de contrainte? Ce que vous dites, c'est pour les intellectuels comme vous et moi. La bonne dame qui est au village ou bien qui est dans un quartier, comme l'a dit, encore que je ne veux pas discriminer ceux qui sont dans ce quartier, vous avez l'impression qu'elle ressent cette pression, justement, d'avoir 3 poubelles? Je voudrais qu'on puisse aller dans des exemples pratiques. Oui, voilà. Pour moi, l'idéal, c'est que, bon, si déjà, au moins, elle arrive peut-être à s'abonner à une société de pré-collecte et qu'elles sont ces ordures, quitte à ce que l'ONG qui vient pour la pré-collecte s'en charge véritablement. Est-ce que si elle sort déjà ces ordures et qu'elle est abonnée, ce n'est pas déjà important? C'est très important. C'est déjà très important d'être abonné déjà. C'est très important et obligatoire même d'être abonné. Oui, ça c'est obligatoire voilà. par contre. Maintenant, je reviens toujours à la même chose, madame. Non, vous savez, on n'a pas le temps de dire tout ça. Vous venez de parler des zones les plus démunies. Vous savez, la pauvreté n'est pas égale à la saleté. Vous voyez, celui qui est pauvre, c'est lui qui économise en réalité. Nous sommes d'accord. Vous savez que les épluchures de pommes et autres, là, c'est une source de richesse et de légumes. C'est des trucs à ne pas jeter en réalité. Vous voyez, et au Bénin, nous savons, vous et moi, nous savons ce qu'on consomme au Bénin. On consomme beaucoup de légumes et de tubercules. Tout ça peut servir de faire des composts à la maison. Nous sommes dans cette démarche. Voilà. De réutilisation des personnes à la maison. Donc du coup, ce que tu auras jeté au dehors est forcément moindre. D'accord. Voilà. On a compris. Maintenant, qu'en est-il de ces voisins qui viennent mettre leurs ordures devant chez celui qui est à côté? Est-ce qu'on sait que c'est puni par la loi? C'est trop dit. C'est-à-dire, on prend l'eau usée de la maison, on vient verser devant ton portail, comme s'il n'y a pas de portail là-bas. Voilà. J'en profite même déjà pour saluer le procureur actuel, qui est actuellement, j'allais dire, qui fait un travail exceptionnel. C'est très simple. La loi elle-même dit que il faut défendre. Je vous ai dit tout à l'heure la Constitution. Il faut défendre l'environnement. Toutes les fois où tu te sens menacé comme ça, parce qu'en fait, il menace en réalité ton droit. Tu le dénonces. Et actuellement, le procureur est strict sur ça. D'accord. Il nous reste 1 minute. J'aimerais parler aussi de ceux qui jettent leurs ordures. Vous êtes en train de marcher. Vous avez peut-être pris... encore que je ne sais pas si tous les téléspectateurs connaissent Talé. Je veux parler des béliers. Quand on prend auprès des bonnes dames les sachets, tout ce qu'on utilise comme déchets en journée, qu'on jette dans les rues, est-ce que cela ne pose pas un problème? Est-ce qu'on peut être interpellé par la loi? Un véritable problème. Et par exemple, à Accra, je ne sais pas si vous avez été une fois, j'ai fini de manger et... Je ne sais pas, il criait sur moi, je ne comprenais pas très vite. Et à un moment donné, il me faisait un signe parce que lui était du côté chauffeur. Et j'ai remarqué qu'en réalité, qu'il a attaché un sachet derrière le siège passager et le siège passager qui est à côté de lui. Et c'est dedans il faut mettre les ordures. Après, plus loin, à la distance, je lui ai demandé, il m'a dit, si jamais je jetais le truc pas devant, comment on appelle, la voiture. En fait, la police va le laisser faire une longue distance. On va le pourchasser, le ramener en arrière pour qu'il vienne ramasser. Et en plus, encore, il y a une amende. 30 secondes, rapidement, c'est fini. Non, je crois qu'on est déjà dans comment faire justement pour obliger les citoyens à respecter leur environnement et à respecter l'environnement qu'on partage avec les autres. C'est la sensibilisation, madame. C'est la sensibilisation. Mais peut-être la répression aussi. La répression, oui. La répression et la sensibilisation. Parce que on a déjà même très évolué. On a beaucoup évolué, j'allais dire, dans la sensibilisation. Il faut qu'on passe maintenant réellement à la répression. Et si vous permettez, je vous en prie, actuellement, le Grand Locoury. Je pense qu'on va revenir ça, on aura reçu les audios, si vous permettez. Rendez-vous, un autre plateau pour bien parler 14 minutes, ça passe vite. Côté répression, puisque le procureur aussi, avec tous ceux qui l'entourent, font un travail louable. Oui. Je pense que ça fera objet de notre plateau à Bello. Si. Oui, merci Marcel Guattaro, mesdames et messieurs. C'était un plaisir d'avoir été à vos côtés. J'espère que vous avez retenu dorénavant que tout ce qui concerne les ordures ménagères, nous avons notre responsabilité qui est engagée. Merci beaucoup à vous, Agnès Bello. Merci également à vous, Mama Ismaïla. Je rappelle que vous êtes activiste écologique, écopreneur. Oui, merci beaucoup pour votre passage sur ce plateau. On va à présent installer la rubrique Espère.
L'UNESCO célèbre le 21 février, chaque 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. Rappelons tout simplement que les langues locales ou maternelles ont la capacité de favoriser un dialogue pacifique entre les peuples et de contribuer à la préservation des patrimoines autochtones. Au Bénin, quelle est la situation qui prévaut autour des langues maternelles et comment est-ce qu'elles sont utilisées dans le système éducatif? Nous allons essayer de répondre à la question avec notre expert de ce soir. Il répond au nom de Apollinaire Danodé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors, nous sommes 21 février et c'est la journée internationale des langues maternelles. Oui. Qu'est-ce qu'on entend déjà par langue maternelle? Langue maternelle, nous entendons par la langue. La langue est un moyen de communication entre les communautés et au sein même de la communauté. Okay. Bon, la langue maternelle maintenant, ça c'est la langue, en fond, dans certaines contrées, on dit Anonoubé. C'est ça. Et dans d'autres pays, ou sous d'autres cieux, on disait les langues natales. Oui. C'est la langue au sein de laquelle l'enfant est né. Et il a grandi dans cette cercle familial, il parle, ça c'est la langue maternelle. Maintenant, la langue, en tant qu'instrument de communication, c'est cet instrument qui permet aux communautés de communiquer. C'est ça. Voilà. Alors, combien de langues maternelles avons-nous au Bénin? Bon, aujourd'hui, il faudrait, comme tout à l'heure, on a fait un peu la nuance entre langue et langue maternelle. Bon, et au Bénin, nous avions dit, en tant qu'on était en 1980, on avait dénombré 52. D'accord. Tout disait 52 1980. langues. Oui, tout disait 52 langues avec l'atlas socio-linguistique, financé par l'agence de coopération culturelle et technique. Bon, on avait dénombré 52 langues et d'autres disaient ça c'est le débat d'école. Mais nous avons évolué. Nous avons évolué. Aujourd'hui, on parle de 62. D'accord. 62 langues, ok. Et sur les 62, il y a 33 qui sont utilisées dans les programmes d'alphabétisation. Mais est-ce qu'il y a une catégorisation au niveau de ces différentes langues-là? Oui, il y a une catégorisation parce que, prenons l'exemple du fond, par exemple. Il y a le fond de Ouida, il y a le fond d'Abomey, il y a le fond de Mahi, c'est-à-dire le fond de Kové, c'est-à-dire... Et qu'est-ce qui change dans ces différentes, au niveau de ces différentes langues-là? Par exemple, le fond d'Abomey, comment reconnaît-on le fond d'Abomey, le fond de Ouida? Il y a déjà les accents, l'accent tonique qui change. Il y a aussi, dans certaines langues, il y a des élisions. Au lieu qu'on utilise tout le mot, on essaie de couper le mot à un certain point pour aller vite. Par exemple, à Abomey, on traîne. C'est ça. Parce que quand l'homme d'Abomey parle ici maintenant fond, tu sauras que c'est réellement un homme d'Abomey. Alors qu'un homme de Ouida, quand il parle... Et les gens disent généralement Fongbe Koukou. Voilà, Fongbe Koukou. Oui. Parce qu'il tente à tout démontrer, à tout mettre en exergue. C'est ça. Pour qu'on le comprenne. Avec comment dirait-on, ils ont une manière d'envelopper. D'envelopper. Et ça, c'est la particularité de la... Donc, il y en a de même aussi pour les goûts et les toris. Il y a les setos, c'est-à-dire les gens de Grand Popo, vous voyez toute la côte, de Grand Popo jusqu'à Sémé. Vous voyez, on a des séries, on a des setos, on a des rolas, on a des huilas. Et puis, c'est des langues qui s'apparentent, qui se rapprochent, Voilà, qui se rapprochent l'une de l'autre. Mais aujourd'hui, quelle est la valeur ou bien quelle valorisation fait-on justement de ces différentes langues maternelles de chez nous? Merci beaucoup. Et la valorisation, c'est que on a introduit les langues on a tenté d'introduire les langues nationales dans le système éducatif formel. Ok. Et donc ça veut dire que déjà au cours primaire, on essaie d'apprendre aux écoliers, aux élèves à parler la langue maternelle. Et des enseignants ont été formés et à l'écriture de ces langues et à la lecture. Et par rapport à ça aussi, il y a l'État qui a, depuis les années 80, il faudrait le préciser, l'État a créé des centres d'éveil et de stimulation de l'enfant où on ne parle que les langues nationales.
Mais est-ce que, justement, au niveau de ces centres-là, on a les outils de travail, les cahiers d'exercices, c'est-à-dire le matériel pédagogique, comme on l'a en langue française? Bon, non, ici maintenant, c'est-à-dire, il faut voir aussi les limites de nos langues. Ça, c'est clair, il y a un fait. Surtout sur le plan scientifique, on a des limites. Okay. Et maintenant, au niveau de ces centres, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'animation. Okay. Et on a formé des animateurs de ces centres. C'est tout au niveau de l'animation. Et c'est le maître même qui crée. C'est-à-dire, si c'est une poésie, c'est lui qui fait tout pour créer. Et là, on les a formés à l'écriture des langues nationales. Et il recense ces poésies et il les transcrit. C'est ça. Et c'est ça, avec ça qu'ils animent les salles de classe. Les salles de classe. Alors, tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit qu'on a tenté d'installer ou bien d'instaurer justement les langues maternelles dans le système. Ça veut dire qu'à un niveau donné, il y a des difficultés, il y a des blocages. Parlez-nous de ces difficultés. Exactement. Oui. Et il y a aujourd'hui près d'une 60aine de langues. Okay. Donc, et on a fait à titre expérimental. On a choisi d'abord, l'État a choisi d'abord 6 langues à introduire. Quelles sont ces différentes langues-là? Il y a l'Adja, oui. Il y a le Yoruba, il y a le Fon, il y a le Batonou, le Dendi et le Tintamari. Le Tintamari, d'accord. Voilà, c'est les 6. Okay. Voilà. Maintenant, l'État a tenté d'introduire, mais vite, il y a eu des limites. Les limites en ce sens que c'est devenu un programme politique. Il faut qu'on le dise. Parce que l'homme politique, quand il va chez lui, quand on lui dit, mais vous êtes là et puis on a choisi telle langue, pourquoi pas la nôtre? Et de 6, on est à 10. De 10, on est à 12. Et aujourd'hui, ça cafouille à ce niveau-là. Donc, on n'a plus de façon précise un certain nombre de langues. Toutes les langues, ils vont tout le monde veut qu'on parle sa langue, voilà. Qu'on apprenne sa langue déjà. Apprenne sa langue. Alors qu'il a été clairement défini que les 6 langues-là seront appuyées par l'État. Et que, par contre, les autres langues qui feront des efforts pour produire, l'État va essayer de les appuyer, mais pas autant que les 6 langues où on aura des académies, c'est-à-dire les commissions nationales de langue qui pratiquement connaissent des léthargies. Et quelle est donc la situation actuelle? Voilà, la situation actuelle, c'est qu'il y a une certaine léthargie, il faut le dire. Il y a une certaine léthargie, de telle manière que quand on prend une langue, tout le monde suit. Okay. Tout le monde suit. Ah, ça c'est ma langue. Soit quand c'est le bâton, par exemple, bon, l'homme politique, parce qu'il s'adresse aux populations en langue bâtonneau. Mais vous vous adressez à nous dans cette langue, mais par contre, on n'a rien. Mais en dehors des hommes politiques, est-ce qu'il ne faut pas voir aussi le problème, c'est-à-dire l'utilisation de ces différentes langues au plan décentralisé, c'est-à-dire nos communes aujourd'hui, nos localités à la base, qu'est-ce qu'ils font pour accompagner ces différents programmes? Voilà, il y a la loi sur la décentralisation qui a précisé que les communes devraient pouvoir s'occuper également de la promotion et du développement des langues de leur localité. Okay. Mais on les a approchés à mettre le prix, mais ils nous disent souvent, bon, vous voyez, nous n'avons pas les moyens. C'est ça surtout ce qu'ils disent, nous n'avons pas les moyens. Et aussi, le problème, c'est que quand, dans une localité, par exemple, il peut y avoir 5, 6, 7, 8 langues. Maintenant, laquelle choisir? Ça devient un autre challenge. Un autre challenge. Voilà. Et ça peut même aller jusqu'à diviser le peuple. C'est possible. Alors que nous sommes en train de chercher à construire la paix. Faire le brassage. Le brassage. Pour réunir l'intégration, le peuple. L'unité nationale. Donc, il y a cet aspect qui fait que, bon, on va dans une communauté, on a dit, même le professeur Tichipé à son âme, il a tenté de faire des regroupements des langues par zone. C'est ça. Par exemple, tout ce qui est fond là, on va les catégoriser. On le fait, c'est Ouida, Porte-Nouveau, dans tel département. Tout ce qui est Dendi, tel département. Et que la production sera faite dans ces
Mais, alors, vous êtes expert, je rappelle, en alphabétisation et éducation non formelle. Et de votre point de vue, justement, d'expert, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer l'éducation ou l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif? Bon, ce qui peut être fait, c'est que l'État doit clarifier la situation de nos langues. Ça, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est tout le monde. On doit faire la part des choses. La part des choses. On doit savoir combien de langues on est en train d'enseigner, qui enseigne, où on enseigne. Avec quel programme? Exactement. Par exemple, aujourd'hui, on parle du français. Le français a un programme. Mais l'alphabétisation, à un moment donné, on avait un programme. Mais avec les débouchés qui n'existent pas. Parce que quand on apprend à lire, à écrire... C'est un autre problème. Un autre problème, voilà. C'est un autre problème parce que vous allez... vous apprenez la langue, mais vous ne savez pas vraiment... À quoi ça va, à quoi ça sert. Et par contre, vous allez... Si vous, par exemple, vous apprenez à lire et à écrire aujourd'hui, vous allez dans une banque. C'est quelqu'un d'autre... Est-ce que c'est une manière de dire qu'il n'y a pas d'avenir pour les langues maternelles? Quel est donc l'avenir? Il y a d'avenir, mais ça dépend de la volonté politique. Ok. Ça, c'est clair. Parce que, on donne un exemple. On a fait l'alphabétisation une campagne d'alphabétisation qui a duré 4 mois. Et à l'évaluation, on a décidé de faire l'évaluation tout comme on le fait à l'enseignement secondaire. Donc, on a créé des centres, des chefs-centres, des trucs. Et c'était bien organisé. Des gens, on leur a fait c'est des partenaires qui nous ont aidés à le faire. Mais après le départ, le retrait de ces partenaires, tout est éteint. Je pense que c'est un très bon sujet. On va peut-être revenir sur le plateau une autre fois pour mieux en débattre et voir même les propositions de solutions, les suggestions à faire pour accompagner justement l'utilisation des langues maternelles dans le système éducatif béninois. Il est 19h45. Nous allons retourner l'antenne à la rédaction pour le journal. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Voici le sommaire. Une journée dédiée à la promotion des langues maternelles. Elle est célébrée tous les 21 février. Au Bénin, les réflexions tournent autour du projet d'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Le Bénin regorge de sites et monuments historiques. Comment valoriser ce patrimoine immatériel? Un spécialiste du domaine abordera le sujet dans cette édition. Et puis en Afrique et surtout au Bénin, les mannequins ne sont pas encore estimés à leur juste valeur et pourtant ils sont un maillon important dans la promotion des produits de la mode. John Meda Sedoku nous donnera son avis. Merci pour votre fidélité. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays, commémore ce 21 février la journée internationale des langues maternelles. Malgré les mesures prévues par le gouvernement en vue de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, le projet est resté sans suite. Quelles sont les raisons de ce qu'on peut qualifier d'échec? Quelle importance accorde-t-on aujourd'hui aux langues nationales? Élément de réponse dans ce reportage d'Emeric Okupeli, Amidou Malehosso et Obed Dossou. L'hymne national en Fongbe, savamment orchestré par ses apprenants du collège d'enseignement général de Guakor dans la commune d'Akomisereki. Fruit de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Malgré cet exploit de ses apprenants, l'introduction progressive des langues nationales dans le système éducatif béninois demeure un vœu pieux. L'objectif de l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif avait pour but quand même de transmettre le savoir. Mais le constat fait sur le terrain est que la langue est enseignée juste pour connaître. Donc c'est en train d'être revu pour que réellement les langues maternelles soient au service de la connaissance. Les langues maternelles sont au service de la connaissance et c'est à raison que la Conférence générale de l'UNESCO en novembre 1999 a proclamé la Journée internationale de la langue maternelle
célébrée le 21 février de chaque année. Lorsque un enfant naît, c'est la première langue que l'enfant parle qui est sa langue maternelle. Et donc, chez nous, on a l'habitude de parler de Anongbe. La diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle. Dans le plan de relance de la formation technique et professionnelle, l'alphabétisation occupe une très grande place parce que l'État a décidé d'investir de façon très sérieuse pour que cette jeunesse ne soit pas une jeunesse illettrée. Les langues maternelles sont considérées aujourd'hui comme des vecteurs qui rassemblent. Les langues sans frontières, c'est pour montrer un peu l'importance de la diversité linguistique. Parce que la diversité linguistique peut contribuer à un dialogue pacifique. Quand vous prenez un Béninois, s'il n'est pas originaire du Nigeria, il est originaire du Ghana. Quand vous prenez un Ghanéen, s'il n'est pas originaire de Côte d'Ivoire, il est originaire de quelque part. Et finalement, on se rend compte que nos langues sont des langues sans frontières. C'est pour ça que la thématique aujourd'hui nous permet de savoir que la langue est un facteur qui peut fédérer les peuples. Le 21 février peut être considéré désormais comme une journée de réflexion sur les rapports entre les langues maternelles et la prise des engagements pour leur valorisation. Le Bénin dispose de plusieurs monuments historiques qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Que peut-on faire pour mieux entretenir ces chefs-d'œuvre et quelles sont les probables opportunités qu'ils apportent au Bénin lorsqu'ils seront reconnus dans le patrimoine de l'UNESCO? Plus de détails dans ce reportage de Louis Koudogbo et Baudelaire Cantidé. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention d'un technicien qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures.
Le mannequinat est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. En Afrique et surtout au Bénin, le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés. John Meda Sedoku nous en parle au micro d'Edwige Agossou et Rebecca Adinakou. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au Pini, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a trois rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être, en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. Et c'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Place maintenant à la nation en bref. C'est un condensé des sujets brûlants de l'actualité nationale signé Rodrigue Babagbeto. Le Bénin améliore de plus en plus son climat des affaires. Fini la perception des droits d'enregistrement sur les mutations foncières au nom des sociétés commerciales ou industrielles pour des transactions inférieures ou égales à 25 millions de francs CFA. En Conseil des ministres le 19 février dernier, le gouvernement en décide ainsi et suspend également les décisions de justice rendues en matière commerciale, notamment celles portant sur un montant inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA et pour lesquelles la partie condamnée devrait payer un droit d'enregistrement de 5%, une façon certaine de lever les obstacles liés au foncier à des initiatives entrepreneuriales. Quel est le sort réservé pour le PLM Alédio, berceau de la démocratie béninoise? Son nom lui sera maintenu pour la mémoire, mais l'infrastructure va connaître une rénovation et intégrer le projet de construction d'une cité balnéaire. Convaincu de la situation de décrépitude de l'infrastructure pour n'avoir pas fait objet d'investissements adéquats en temps opportun, Patrice Talon décide de le transformer en un symbole de développement touristique. Il l'a fait savoir lors de son récent entretien avec la presse mercredi. Ainsi, des locaux du symbole de la démocratie béninoise va sortir un complexe hôtelier extraordinaire qui va plus honorer le pays. De quoi réjouir les Béninois pour qui ce lieu représente une véritable fierté nationale pour avoir abrité les travaux de l'historique Conférence nationale des forces vives de la nation.
Après son arrêté interministériel en date du 26 décembre 2019 pour interdire la transhumance transfrontalière, le gouvernement décide cette fois-ci de restructurer l'activité en signant un accord avec le Niger, pays de provenance de la plupart des transhumants. Les pasteurs nigériens peuvent donc à titre exceptionnel, séjourner au Bénin entre le 1er mars et le 30 avril 2020 avec 50 000 têtes de bovins. C'est la réponse donnée à la requête des autorités nigériennes qui souhaitent que leurs pratiquants de l'activité pastorale entrent sur le territoire béninois au titre de la campagne 2019-2020. Les bouviers du Niger peuvent donc désormais traverser le sol béninois à condition de se conformer à certaines règles. Actualité hors de nos frontières, lancement de l'Académie de drones au Sénégal. L'initiative vise à outiller l'Afrique de cette technologie de pointe et à offrir un éventail de possibilités aux décideurs publics pour la promotion du développement durable. Ousmane Ndoye. Ce lancement officiel de l'Académie de drones au Sénégal montre à aisance la perspicacité des uns et des autres à inscrire l'Afrique dans le sceau de ceux qui œuvrent pour le développement durable. L'association des professionnels et amateurs de drones au Sénégal vise à travers ce lancement la coordination des actions et des formations sur l'utilisation des drones au Sénégal. Une autre promotion au niveau national des potentialités de ces aéronefs sans pilote. Alors, que ce soit du domaine pour les loisirs ou pour le professionnel. Le professionnel, il peut être celui qui veut faire des activités de cartographie, il peut être celui qui veut faire un suivi des carrières et des mines, il peut être celui qui veut aménager son territoire, il peut être aussi le patron de presse qui veut faire des prises de vue, que ce soit par photo ou vidéo. En tout cas, quel que soit le type d'utilisation, il y en a énormément. Cette académie aussi montrera à aisance que les drones sont aussi un élément essentiel de l'agriculture. Cette académie de drones qui est née du constat du manque de formation et du manque d'écoles de formation en Afrique s'agissant du pilotage des drones. Et donc, du fait de ce constat, nous avons initié ce projet. Le démarrage des activités de cette académie au Sénégal contribuera sans nul doute à améliorer la connaissance de la technologie des drones au Sénégal. Ses applications dans divers secteurs comme l'agriculture, l'industrie, les mines et l'énergie donnera un coup de pouce à la promotion du développement durable. L'USAID débloque 8 millions de dollars, soit environ 4,4 milliards de francs CFA en faveur de l'Afrique de l'Ouest afin de participer aux opérations de lutte aérienne et terrestre contre les criquets pèlerins en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. D'après la dernière mise à jour de l'Observatoire acridien de la FAO, datant du 17 février dernier, la situation reste critique avec une nouvelle génération issue de la reproduction des insectes qui fait planer le spectre de l'insécurité alimentaire sur la région. Cette enveloppe financière porte à 9 millions de dollars, soit environ 5 milliards de francs CFA, la contribution totale du gouvernement américain à la réponse humanitaire contre les criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à vous, Aurélie Sauton, pour la présentation de toutes ces informations. Les informations parmi lesquelles nous avons retrouvé justement la célébration de la langue, bien la fête des langues maternelles, voilà, le 21 février qui est consacré à cela. Et toujours avec notre expert sur ce plateau, Apollinaire Danondé, votre dernière prise de parole. Je voudrais que vous nous donniez quelques approches de solutions pour promouvoir davantage ces différentes langues maternelles. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et dans un premier temps, il faudrait que, parce que le programme d'alphabétisation sont soutenus par la Constitution du 11 décembre 1990, à son article 40. Il faudrait que les autorités, les responsables des programmes d'alphabétisation puissent aller au niveau de cet article épuisé, parce que dit que l'État doit promouvoir, l'État doit assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, l'enseignement de la Charte culturelle des droits de l'homme, l'enseignement d'un certain nombre de projets pour assurer le développement. Et deuxièmement, il faudrait que
l'État, les autorités puissent assurer le fait que les alphabétisés aujourd'hui ne retournent pas à l'analphabétisme. Oui. En faisant quoi? En assurant la production littéraire. Il faudrait qu'on retrouve la production littéraire, les journaux dans les langues nationales. On n'en retrouve plus. Ça. Alors que dans le temps, on y avait près d'une quarantaine de journaux. On en trouvait au niveau des départements, au niveau des communes et au niveau des villages. On appelle ça les journaux villageois. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. De telle manière, quand les gens finissent avec le programme d'alphabétisation, ils n'ont plus rien à lire, ils n'ont plus d'issue, ils n'ont plus de débouchés. En quelque sorte, il faut revenir aux anciennes pratiques et ajouter de nouvelles pour redynamiser. Merci beaucoup à vous, Apollinaire Danoundé, expert en alphabétisation et éducation non-formelle. Merci pour votre passage sur ce plateau. On vous raccompagne tout simplement. Merci, madame. On vous dit bon week-end. Merci beaucoup, pareillement. On a compris l'importance de l'utilisation de ces différentes langues maternelles dans l'éducation béninoise, non seulement l'éducation, mais aussi au plan social, au plan économique et surtout au plan culturel. Ça permet de réunir les peuples. Merci et on se dit à très bientôt. Et nous allons faire un tour pour voir encore ces belles images de notre cher pays, le Bénin, puisqu'on parle toujours du Bénin. Je vous souhaite un très bon week-end, chers amis téléspectateurs. Restez connectés au programme de Bénin Business 24. Rendez-vous semaine prochaine avec Agnès Bello. Au revoir, bye bye.